Oui, bonjour, mon nom est Sylvain Hamel, je suis gestionnaire avec et planificateur financier pour la financière CICIT. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler des décisions financières importantes au moment de la retraite. Moi, j'ai 7 ans d'expérience au niveau de la financière CICIT, mais j'ai plus de 20 ans d'expérience au niveau de l'industrie financière. Donc, j'ai quand même beaucoup d'expérience. Je travaille avec la clientèle depuis plusieurs années. J'ai un bac en finance de l'Université Laval, donc en administration des affaires, et j'ai aussi un certificat en planification financière personnelle de l'Université Laval aussi. Donc, c'est quoi CICIT? C'est quoi la financière CICIT? Donc, nous, on fait partie de la grande famille de services et bien-être, services de bien-être et morale des forces canadiennes. Donc, nous sommes tous sous le même chapeau, comme même titre que Canex, au niveau du PSP, au niveau des centres d'aide aux familles. Donc, on fait vraiment partie de la grande famille des services de bien-être et morale des forces canadiennes. Quelle est notre vision? Donc, au niveau de la financière CICIT, notre vision, c'est que tous les membres de la communauté des Forces armées canadiennes et leurs familles puissent jouir d'une santé et d'une sécurité financière. Donc, ça, pour nous, c'est très important. Il faut qu'un membre soit déployable, qu'il soit efficace. Donc, il faut vraiment qu'on ait une santé et une sécurité financière qui soit adéquate pour nos membres. Donc, ça, c'est notre vision au niveau de la CICIT. Donc, c'est très important pour nous d'offrir des services et des produits qui vont atteindre pour aller avoir cette vision-là. Donc, notre présentation aujourd'hui va se faire avec donc il y a 5 grands blocs. Le bloc de la liquidité, celui au niveau de la pension, donc on va parler de la pension, on va parler des indemnités de départ, des congés accumulés, on va parler également au niveau de la planification fiscale et on va finir avec les placements. Donc, notre premier grand bloc, on va parler de la liquidité. Donc, au niveau des liquidités, quand on libère au niveau des Forces armées canadiennes, ce qui est important de savoir, pas nécessairement seulement au niveau des Forces armées, mais en général aussi, c'est de déterminer si on a assez de liquidités. Donc, est-ce que mes liquidités vont être suffisantes pour que je puisse avoir un niveau de revenu qui va être adéquat? Donc, il faut déterminer, la première étape, je dirais, ce qui est très important, c'est au niveau du budget. Donc, le budget, on fait un budget actuel, donc avant la libération, avant la retraite, pour déterminer quelles sont nos liquidités courantes. Et on fait également un estimé des liquidités nécessaires au niveau de la libération et à la retraite. Donc, pour être capable de voir, pour projeter dans le temps, quelles vont être vraiment nos liquidités qui vont être disponibles pour nous permettre d'avoir un niveau de revenu qui va être satisfaisant selon les objectifs qu'on s'est fixés. Sur notre site, la CICIP. Vous pouvez aller voir le site de la CICIP.com. On a un budget, un fichier Excel. Donc, vous pouvez compléter toutes vos données. Il va le calculer automatiquement. Donc, ça vous permet de c'est un budget qui est très bien détaillé, donc il y a plusieurs éléments que vous ne pouvez pas oublier. Il va le calculer automatiquement, donc ça vous donne une bonne idée au niveau de vos liquidités actuelles et de faire aussi une simulation au niveau des liquidités qui sont disponibles à la retraite. Ce qu'il faut déterminer quand on fait notre budget, donc c'est au niveau de nos sources de revenus. Donc, au niveau des sources de revenus, qu'est-ce qu'on a? On a la pension des forces. On va parler un petit peu plus loin au niveau de la pension. Est-ce qu'on a une pension immédiate? Est-ce qu'on a une pension différée? Est-ce qu'on a une valeur de transfert? On va regarder également au niveau des prestations gouvernementales. Donc, au Québec, on parle de la Régie des rentes du Québec. Dans les autres provinces, on parle du régime de pension du Canada. Donc, c'est sensiblement la même réglementation au niveau des deux régimes. On parle également au niveau de la sécurité de la vieillesse. Donc, on va en parler aussi un petit peu plus loin au niveau des modalités de la sécurité de la vieillesse, des montants qui sont versés aux prestataires. On va parler aussi, bon, au niveau investissement, donc qu'est-ce qu'on a d'accumulé ou qu'est-ce qu'on veut accumuler pour la retraite au niveau bon, des REER ou des CD. On va parler des fonds communs de placement, des certificats de placement garantis. Donc, c'est toutes des sources de revenus qui vont être disponibles pour la retraite. Et aussi, il y a des gens qui vont avoir une deuxième carrière. Donc, on peut avoir un emploi qui est à temps partiel ou à temps plein également. Donc, souvent, il y a des membres des forces qui vont libérer, ils vont peut-être avoir 50 ans, donc plusieurs années de service. C'est sûr que c'est trop jeune, souvent c'est trop jeune pour arrêter de travailler. Donc, ils vont avoir une deuxième carrière pour leur permettre d'avoir aussi une vie sociale et de toujours garder un peu aussi d'être actif mentalement et physiquement. Donc, je pense que ça, c'est important aussi. Vous voyez, on a le site de Service Canada. Donc, vous pouvez aller consulter ce site-là. Il va vous donner beaucoup d'informations au niveau de toutes les prestations gouvernementales et tous les programmes qui existent au niveau des gens qui sont à la retraite. Donc, quand on fait souvent des simulations au niveau de l'analyse au niveau du revenu de retraite, on parle souvent, donc, souvent,
une norme qui est indiquée, c'est 70 du revenu requis à la retraite. Donc, 70 de notre revenu durant notre période active de travail qui va être nécessaire à la retraite. Donc, souvent, on dit, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est réel? C'est la réalité? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Oui, possible. Dépendant, ça dépend. Chaque situation est unique. Donc, chaque cas est ce qu'on appelle un cas d'espèce. Il s'agit de savoir c'est quoi les objectifs, qu'est-ce qu'on a d'accumulé. Donc, ça nous permet de voir un peu quel genre de revenu qu'on peut avoir. Un revenu qui va être réaliste aussi et réalisable. Donc, c'est à ce moment-là que le 70 oui, souvent, c'est la moyenne, mais ça peut être plus, comme ça peut être moins aussi, tout dépendant des personnes, tout dépendant de ce qu'ils veulent faire au niveau de la retraite. Notre deuxième bloc, là, on va parler plus au niveau de la pension. Donc, la pension au niveau des Forces armées canadiennes. Donc, ça vous donne plusieurs éléments à tenir compte au niveau de la pension. Donc, vous allez avoir différents choix, tout dépendant du nombre d'années de service, tout dépendant de l'âge. La première option qui va être offerte, c'est la pension immédiate. Donc, quand on a droit, c'est si on est libéré soit médical, avec 10 ans de service ou plus, ou si on a plus, soit 20 ou 25 ans de service, tout dépendant des périodes, tout dépendant de la date d'enrôlement. Donc, là, on va être éligible à avoir une pension immédiate. Donc, ça va être une pension, vous libérez des forces et vous commencez tout de suite à avoir votre pension, votre rente qui va être versée du Fonds de pension des Forces armées canadiennes immédiatement après votre libération. On a aussi au niveau d'une pension différée ou une valeur de transfert. Donc, souvent, ça dépend toujours, le nombre d'années de service, ça dépend toujours de l'âge. Quand on parle de pension différée ou la valeur de transfert, si on quitte avant 50 ans, puis on a au moins 2 ans d'années de service qui donnent droit à la pension, ou si on a moins de 20 ans ou 25 ans de service. Donc, on va avoir des choix à faire. Donc, est-ce qu'on prend la pension différée? Est-ce qu'on prend la valeur de transfert? C'est là qu'on va voir un petit peu plus loin, c'est quoi les conséquences de chacune des décisions? Parce que la décision qu'on va prendre, c'est une décision qui va être finale. Donc, à ce moment-là, il faut être sûr de prendre la bonne décision pour avoir notre revenu au niveau de la retraite. Quand on libère des forces, on fait la demande au niveau du bureau des pensions, souvent, on va recevoir un document. Donc, on a un exemple ici au niveau du document qu'on reçoit là, du ministère de la Défense nationale. On dit, vous voyez, c'est un exemple. Donc, puisque vous avez accumulé 2 ans ou plus de service, ouvrant droit à la pension, donc vous êtes admissible à une des prestations de pension suivantes. Soit vous avez une rente différée payable dès 60 ans d'environ 16 840 $, ça c'est pour l'exemple. On a le choix aussi au niveau d'une indemnité annuelle payable dès 50 ans. Et là, il faut bien comprendre qu'elle va être beaucoup diminuée par rapport à notre rente différée. Et aussi, on a un troisième choix qui peut être la valeur de transfert. Donc, on voit ici une valeur de transfert dont la valeur totale est d'environ 250 270 $. Et vous voyez, entre parenthèses, il y a un montant maximum immobilisé transférable de 110 827,44 $. Donc, ce montant maximum immobilisé transférable, c'est que si on prend la valeur de transfert, ce montant-là va être transféré dans ce qu'on appelle un RIR immobilisé, qu'on pourra toucher uniquement à l'âge de 60 ans ou à la retraite. Donc, on fait des transferts au niveau des cotisations de pension de retraite au régime. On peut le faire aussi, des exemples, vous libérez des forces. Vous avez un emploi au niveau de la fonction publique fédérale. Donc, on peut être transféré la valeur du fonds de pension dans notre nouveau régime au niveau de la fonction publique. Le calcul de la valeur de transfert. Bon, c'est sûr qu'il y a plusieurs éléments qui tiennent en ligne de compte quand on veut calculer c'est quoi la valeur de transfert pour une personne qui fait la demande pour avoir ce montant-là. Donc, il y a différentes hypothèses, bon, des hypothèses économiques, démographiques. Ça, c'est toujours calculé par les actuaires. Ils tiennent compte aussi de l'indexation qui est accumulée. On parle au niveau de la probabilité qu'une personne devienne invalide, donc un niveau de probabilité qui vient en ligne de compte. On a les montants prévus des prestations de survivants et des allocations aux enfants. Et il y a le taux d'intérêt qui est en vigueur à date d'évaluation. Donc, à ce moment-là, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui viennent en ligne de compte pour déterminer cette valeur de transfert-là. Donc, je dirais, ça peut varier d'un mois à l'autre, tout dépendant des hypothèses de travail et tout dépendant, exemple, le taux d'intérêt qui va être en vigueur à ce moment-là, qui peut avoir quand même un impact qui va être assez important au niveau de cette valeur de transfert-là. Voyons, on a un exemple. Une pension différée payable à 60 ans, donc on a un montant de 18 000. Donc, quelqu'un qui dit, OK, moi, ce que je vais faire, je vais prendre ma pension différée qui va être payable dès 60 ans et je m'assure d'avoir un montant de 18 000 qui va être indexé ma vie durant. On a le choix aussi d'une valeur de transfert. Donc, vous voyez, la valeur de transfert, c'est un montant de 221 500. Quand il a été calculé tout à l'heure, le montant inférieur à l'abri de l'impôt qui va aller dans un RIR immobilisé. Donc, c'est 9 années fois 18 000 égale 162 000.
Donc, 162 000 qui va être transféré dans un RIR immobilisé. Le montant supérieur, donc le 221 500 moins le 162 000, qui est le 59 500, donc la différence. Donc, lui, on va avoir différentes options. Soit qu'on l'encaisse avec l'impôt qui va être payable dessus, ou qu'on peut le transférer dans un REER. Donc, tout dépendant au niveau de nos droits de cotisation qu'on va détenir à ce moment-là. Donc, vous voyez quoi faire avec la valeur de transfert. 62 000, c'est le montant inférieur à l'abri de l'impôt. On peut le transférer dans un régime de pension agréé ou un régime enrichi d'épargne retraite immobilisé, comme je vous l'ai mentionné. La balance, qu'on parlait du 59 500. Dans l'exemple, vous voyez, la personne a le droit des droits de cotisation REER de 25 000, donc on va pouvoir transférer uniquement le montant de 25 000. La balance, donc le 34 500, va devenir un revenu imposable. Donc, c'est un revenu qui va se rajouter à tous nos autres revenus dans l'année de notre libération, dans l'année qui va être versée. Donc, ça, il faut faire attention, il va y avoir de l'impôt. Donc, le 34 500, c'est un montant brut. Donc, il va y avoir de l'impôt qui va être retenu à la source, il va nous rester un montant net. Donc, vous voyez, le total de ces montants-là nous fait notre montant de 221 500. Comme je vous disais précédemment, au niveau de la valeur de transfert, bien, cette valeur-là peut changer, tout dépendant des hypothèses de travail, tout dépendant des taux d'intérêt qui a un gros impact au niveau de la valeur de transfert. Vous voyez, ici, on a un exemple de situation réelle, vraiment une situation qui s'est passée en 2013. Donc, la personne avait 12 ans de service. Elle a demandé une estimation pour janvier 2013. On lui a mentionné que le montant inférieur aux limites permises était 109 700. Donc, le 109 700 était transféré dans un RIR immobilisé. Le montant supplémentaire de 100 300 était soit encaissable et imposable ou qu'on avait des cotisations REER. Vous voyez, cette même estimation-là pour juin, vous voyez la différence. Il y a un montant inférieur aux limites permises qui était de 100 500 et le montant supérieur qui était de 81 300. Donc, vous voyez, on a vraiment une différence de 28 200 entre janvier et juin. Donc, souvent, comme je vous disais, le taux d'intérêt peut avoir un impact majeur. Donc, si les taux d'intérêt baissent ou les taux d'intérêt montent, à ce moment-là, ça va avoir un impact au niveau de cette valeur de transfert-là. Donc, c'est important de le savoir et de dire, ben oui, de ne pas rester surpris quand on demande une valeur de transfert à une date précise puis qu'on le redemande à une autre date. Il peut y avoir vraiment des changements importants au niveau de ces montants-là. Au niveau de la valeur de transfert, ce qui est important aussi à mentionner, c'est que si vous optez pour cette valeur de transfert-là et que vous aviez déjà commencé à rembourser des années, donc vous avez fait un rachat d'années de service, exemple, vous payez sur votre salaire un montant, exemple, de 200 $ par mois pour le rachat des valeurs de transfert, c'est important d'effectuer le rachat total du montant pour des valeurs de rachat, pour les droits antérieurs, parce que sinon, la valeur de transfert va être calculée sur les montants payés dans le fonds de pension. Donc, si vous n'avez pas terminé, donc souvent, on va tenir compte, on va recommander aux gens de tout payer ce qu'il y avait à payer pour le rachat des années de service pour être capable d'avoir une valeur de transfert qui va être plus importante. Donc, ça, c'est un élément qui va être important à garder en tête. Donc, la pension différée aux valeurs de transfert, c'est quoi le meilleur choix? Bon, c'est sûr qu'au niveau de la décision à prendre, c'est qu'il faut tenir compte de différents éléments. Donc, la pension différée, elle est garantie à l'âge de votre retraite et elle est garantie votre vie durant. Donc, souvent, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est l'employeur qui prend les décisions d'investissement et c'est l'employeur qui accepte les risques associés. Donc, quand les marchés financiers bougent beaucoup, comme on a connu fin décembre, le mois de décembre dernier et janvier, donc les marchés ont eu quand même une correction assez importante. Donc, quand on prend une valeur d'une pension différée, ceux qui reçoivent une pension n'ont pas à se soucier de la variation au niveau des marchés, donc des fluctuations des marchés boursiers, des marchés financiers, parce que c'est l'employeur qui prend le risque qui est associé, parce que lui, il va toujours verser notre rente qui est garantie. Quand on prend notre valeur de transfert, là, c'est différent. Donc, c'est vous qui prenez les décisions d'investissement et acceptez les risques qui sont associés à ça. Donc, la valeur de transfert, comme on le mentionnait tout à l'heure, il y a un montant qui vous est versé. Vous placez une partie dans un RIR immobilisé, peut-être une autre partie dans un RIR, et c'est vous qui choisissez les placements et c'est vous qui acceptez les risques qui sont associés aux fluctuations des marchés. Donc, ça, c'est important. Donc, nous, à la financière CICIF, on peut vous aider à faire le calcul, prendre la bonne décision. Parce que, comme je disais tout à l'heure, chaque situation est unique. Chaque situation est un cas d'espèce. Donc, c'est important de voir, selon vos objectifs, de voir qu'est-ce que vous voulez atteindre comme revenu de retraite pour savoir quelle option
choisir. Il faut aussi savoir quel genre d'investisseur que vous êtes. Est-ce que vous êtes un investisseur, oui, qui est prêt à accepter un risque associé pour avoir un meilleur rendement que le fonds de pension, exemple. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut tenir compte. Les autres points qui sont à considérer, si vous prenez la valeur de transfert, ben, ce qui est important, c'est que vous ne serez plus admissible au régime de soins de santé dentaire de la fonction publique. Donc, ça, c'est important à savoir parce que si vous prenez une pension, par exemple une pension différée, vous libérez des forces, c'est qu'à ce moment-là, vous allez continuer à être éligible au service, au régime collectif des soins de santé dentaires. Donc, c'est sûr que vous allez avoir à payer ce montant-là, souvent qui est pris sur votre paiement de votre fonds de pension, de votre retraite, mais vous restez toujours admissible au régime collectif. Si vous prenez la valeur de transfert, donc il y a vraiment une coupure qui se fait avec votre employeur. Donc, à ce moment-là, vous perdez ce privilège-là d'avoir le régime collectif au niveau des soins de santé. C'est quelque chose qu'il faut tenir compte aussi, qui est bien important. Au niveau des prestations du gouvernement, donc on parle ici au niveau de la Régie des rentes du Québec. Donc, pour les résidents du Québec, les autres sont éligibles à la Régie des rentes. Pour les résidents des autres provinces canadiennes, on parle du régime de pension du Canada. Comme je vous l'avais déjà mentionné, souvent la réglementation est semblable. Donc, c'est des montants qui sont versés à partir de, vous la prendre à partir de 60 ans avec des taux de versement qui sont différents, tout dépendant de l'âge que vous la prenez. On a aussi la pension de la sécurité de la vieillesse, donc qui est éligible à tous les Canadiens. Donc, il y a des différents critères qu'on va voir un petit peu plus loin à respecter pour être admissible à recevoir cette pension de la sécurité de la vieillesse. Donc, faire la demande au niveau de la Régie des rentes, c'est un peu le même principe aussi au niveau du régime de pension du Canada. C'est n'importe quel entre l'âge de 60 et 70 ans. Donc, vous pouvez attendre à 70 ans avant de prendre votre montant au niveau de votre rente de la Régie des rentes ou du RPC. Votre rente, elle va être bonifiée. Puis, à 60 ans, elle va être réduite. Donc, l'âge, souvent, normal, c'est 65 ans. Vous voyez la rente maximale mensuelle pour 2016. Donc, à partir de 60 ans, si vous avez toujours maximisé vos cotisations au régime, c'est qu'à 60 ans, vous allez avoir une rente de 699,20 par mois. Si vous attendez à 65 ans, donc le montant est de 1092,50, c'est le montant normal. Et si vous attendez à 70 ans, donc votre montant est bonifié. Donc, vous allez avoir un montant de 1551,35. Donc, plus qu'on attend en âge, plus notre montant est bonifié, plus on l'apprend tôt, bien, plus notre montant est réduit. Donc, tout dépendant de vos objectifs de revenu à la retraite, il y a une décision qui devra se prendre aussi à ce niveau-là. Au niveau du changement, au niveau de la Régie des rentes, bon, là, je parle plus au niveau de la Régie des rentes qui sera plus modeste, prise avant l'âge de 65 ans. Donc, vous voyez, à partir de 2016, une réduction mensuelle de 0,6 %. Donc, il va venir à rente annuelle qui va de 7,2 %. Donc, on vient réduire notre rente à partir, quand on veut la prendre à 60 ans. Donc, elle est réduite de 7,2 % annuellement jusqu'à l'âge de 65 ans. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on voyait grosse différence tout à l'heure au niveau 60 et 65 ans, parce que notre rente est réduite. Donc, souvent, c'est pour encourager les travailleurs à continuer à travailler après 60 ans, pour attendre. Donc, c'est un incitatif de travailler plus tard maintenant. Au niveau de la pension de retraite du recul sera plus élevée si prise après 65 ans. Donc, vous voyez, est augmentée annuellement après 65 ans depuis 2013 de 8,4 % annuellement. Donc, vous voyez, c'est vraiment un montant supplémentaire si on attend après 65 ans avant de prendre notre prestation au niveau de la Régie des rentes. Donc, vous voyez ici le montant mensuel maximal pour les gens qui commencent à recevoir leur rente de retraite en 2016. Donc, vous voyez à 60 ans, donc vous voyez ce montant-là de 199,20 qui augmente au fil des années jusqu'à 70 ans où on reçoit le maximum qui est de 1551,35. Donc, c'est 142 % de plus que notre rente à 65 ans. Et si on la prend à 60 ans, vous voyez, c'est 64 % du montant. Donc, vous voyez, ça fait quand même une grosse différence au niveau des montants mensuels et annuels pour notre revenu de retraite, tout dépendant de la décision qu'on veut prendre à ce niveau-là. Qu'est-ce qui arrive à 65 ans? Donc, au niveau de la pension des forces, vous voyez, disons que vous prenez votre pension à partir de 60 ans. Donc, à partir de 60 ans, vous avez votre pension de base et vous avez aussi une rente de raccordement. Donc, cette rente de raccordement-là est calculée en fonction
du programme gouvernemental. Donc, ce trame de raccordement-là, elle va exister jusqu'à 65 ans. Et après 65 ans, cette trame de raccordement-là va disparaître. Il va nous rester seulement notre pension de base et les autres programmes gouvernementaux vont embarquer au niveau de notre revenu total. Donc, on parle de la Régie des rentes du régime de pension du Canada ou la sécurité de la vieillesse. Donc, il faut tenir compte qu'avant 65 ans, on a notre pension de base plus la rente de raccordement et à partir de 65 ans, notre rente de raccordement disparaît. C'est des programmes gouvernementaux qui embarquent à ce moment-là. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait le choix aussi à 60 ans de prendre notre Régie des rentes ou notre régime de pension du Canada. C'est qu'avant 65 ans, il y a possibilité d'avoir notre pension de base, notre rente de raccordement et notre Régie des rentes du Québec ou notre rente de pension du Canada. Donc, vous allez, on ne veut plus venir gonfler notre revenu avant 65 ans. Et à partir de 65 ans, c'est la sécurité de la vieillesse qui va se rajouter. On garde la Régie des rentes et le régime de pension du Canada et on perd la rente de raccordement. Donc, en principe, il n'y a pas nécessairement une grosse différence de revenus quand on parle à partir de 65 ans. Donc, ça reste sensiblement le même montant qu'on va recevoir au fil des années. Vous voyez, on parle d'un exemple, quelqu'un qui reçoit là, son relevé au niveau de son versement de sa pension. Donc, sur son relevé, on va indiquer qu'à partir de 65 ans, votre rente de raccordement, qui, dans l'exemple ici, qui est un montant de 549,48, va disparaître à partir de 65 ans. Donc, sur notre relevé de paiement de pension, ce montant-là va être indiqué. Donc, ça vous donne une bonne idée qu'est-ce que représente notre rente de raccordement au niveau du paiement de notre pension totale. Donc, tous les pensionnés reçoivent ce relevé-là. Donc, on peut voir quel est le montant qui va être diminué de notre pension des forces à partir de 65 ans. La pension de la sécurité de la vieillesse, donc souvent c'est en fonction de l'âge et des années de résidence. Donc, il faut avoir 18 ans d'âge, 40 ans de résidence au Canada. Au niveau de la prestation maximale, donc c'est 6 846 $ par année. Cette pension-là est indexée de façon trimestrielle. Quand on commence à gagner un revenu qui est supérieur à 72 800, le gouvernement va venir réduire. Donc, il y a un recouvrement de la sécurité de la vieillesse qui va se faire. Et la sécurité de la vieillesse va être complètement éliminée si on gagne 118 055 $ par année de revenus. Donc, souvent, c'est quelqu'un qui a des hauts revenus, donc ça peut être un fonds de pension, il y a des FER, donc il y a des gros montants qui sont accumulés, qui sont revenus, des revenus locatifs, des revenus de placement, qui va avoir un revenu supérieur à 72 000, va avoir sa sécurité de la vieillesse qui va venir se diminuer jusqu'à temps qu'il y ait un revenu de 118 000. La sécurité de la vieillesse va complètement disparaître à ce moment-là. Donc, ça, c'est des éléments aussi qu'il faut tenir compte de notre évaluation au niveau de notre revenu de retraite. Au niveau de la sécurité de la vieillesse, donc, il y a eu des changements qui ont été faits. Auparavant, il y avait de l'admissibilité à 65 ans. Maintenant, cette admissibilité-là est passée à 67 ans. Donc, ceux qui sont nés en 1957 ou avant, eux autres ne sont pas affectés. Donc, ils vont toujours recevoir leur rente de sécurité de la vieillesse à compter de 65 ans. Ceux qui sont nés en 1963 ou plus tard, eux autres doivent attendre à 67 ans avant d'avoir la sécurité de la vieillesse. Ceux qui sont entre les deux, à ce moment-là, il y a un montant qui va être fait selon l'année de naissance et le mois de naissance, pour qu'à partir de l'année 1963, que la prestation va être versée à 67 ans. Donc, ceux qui sont nés entre 1957 et 1963, donc il peut avoir, sa rente peut être versée à 66 ans, tout dépendant de l'année de naissance et du mois de naissance. Il y a aussi possibilité de reporter notre sécurité de la vieillesse à 70 ans et de recevoir un plus gros montant que le montant que je vous ai mentionné. Donc, une augmentation qui est maximum de 36 % de notre rente normale si on attend 70 ans avant de la recevoir. Donc, on a parlé de liquidité, on a parlé de la pension. Maintenant, on va parler au niveau de l'indemnité de départ et des congés accumulés. L'indemnité de départ. Souvent, les gens, en 2012, il était offert, je pense, aussi à la fonction publique fédérale, mais au niveau des Forces armées canadiennes, le gouvernement a dit, bon, on donne plus d'indemnité de départ, on n'accumule plus d'indemnité de départ. En 2012, on a offert à tous les membres des Forces armées de dire, OK, est-ce que vous voulez prendre votre indemnité de départ tout de suite? Est-ce que vous voulez en prendre une partie tout de suite, reporter une autre partie à la libération ou attendre à la libération? Au niveau de l'indemnité de départ, quand on attend la libération,
on a ce qu'on appelle une limite de REER spéciale. Donc, on peut transférer un REER d'une indemnité de départ de 2 000 par année pour le service qu'on a fait avant 1996. Exemple. Donc, quelqu'un qui s'est enrôlé dans l'armée en 1994, qui libère par la suite, qui attend la libération pour avoir son indemnité de départ. À ce moment-là, 1994, 1995, il y a un montant de 2 000 par année, donc un montant de 4 000 qui peut être transféré dans ses REER sans toucher à ses droits de cotisation accumulés. Donc, vous l'utilisez ou vous la perdez. Donc, c'est un choix à faire au moment de la libération pour notre indemnité de départ si vous avez des années de service avant 1996. Pour votre REER, donc, quand on est éligible à ce montant-là, il faut le transférer seulement à votre REER. On ne peut pas le mettre dans un REER conjoint cotisant, exemple. Donc, ça n'utilise pas votre limite spéciale au niveau de votre propre limite. Donc, c'est vraiment un montant qui va s'en aller dans votre REER sans toucher à vos droits de cotisation REER. Donc, ça, c'est vraiment un impact qui va être vraiment important pour ceux, justement, qui sont enrôlés avant 1996, donc une bonne période. Je dirais, plus les années passent, moins qu'on va avoir de gens qui vont être enrôlés avant 1996. Éventuellement, ça va complètement disparaître. Donc, ça sera plus éligible parce qu'il va rester seulement des gens qui vont être enrôlés dans l'armée en 1996 ou plus tard. Donc, ceux qui ont l'opportunité d'avoir des années avant 1996, donc, pour bénéficier justement de cette opportunité-là qui s'adresse à vous. L'indemnité de départ, les congés. Donc, l'excédent d'indemnité de départ, comme je vous parlais, donc, c'est ce que vous pouviez transférer, le 2 000 par année de service. Donc, exemple, vous aviez une indemnité de départ de 18 000, vous pouviez transférer 4 000 selon vos années de service avant 1996. Donc, il vous reste un montant de 14 000. Si vous avez des droits de cotisation de 14 000, donc, vous pouvez les transférer dans votre REER ou dans le REER de votre conjoint, donc un REER conjoint cotisant. Mais il faut avoir l'espace nécessaire pour le faire. Donc, ça, c'est indiqué sur votre avis de cotisation. Si vous n'avez plus d'espace, si vous avez, exemple, vous avez maximisé vos cotisations REER à chacune des années, vous n'avez pas d'espace, donc le montant d'indemnité de départ va devenir un revenu imposable. À ce moment-là, il y a de l'impôt à la source qui va être payable. Donc, vous voyez les taux dépendant du montant que vous allez recevoir. Entre 0 et 5 000, en dehors du Québec, c'est 10 au Québec, c'est 21 de 5 à 15 000, 20 des autres provinces, 26 au Québec. Et si c'est un montant de 15 000 et plus, à ce moment-là, ça va être 30 dans les autres provinces, 31 au Québec. Donc, ça va être l'impôt qui va être retiré à la source avant de vous le verser. Il ne faut pas oublier que le montant qui va vous être versé va se rajouter à votre revenu total de l'année sur votre rapport d'impôt. Donc, vous allez recevoir un T4 de ce montant-là. Donc, on va parler de planification fiscale. Donc, au niveau de la planification fiscale, souvent, il y a des éléments importants qu'il faut tenir compte pour justement d'essayer de ne pas payer trop d'impôts aussi. Donc, il y a certaines circonstances qu'on n'aura pas le choix, mais si on peut prendre des stratégies pour minimiser l'impôt, idéalement, il faudrait les prendre. Donc, il y a différents éléments au niveau de l'impôt qu'on peut faire. Donc, on peut déduire, on peut différer ou on peut diviser. Donc, il y a différents éléments, tout dépendant des crédits que vous allez avoir, tout dépendant du genre de revenu que vous allez avoir, il y a différents éléments qu'on peut tenir compte. Le premier élément, donc, déduire. Donc, on peut déduire certaines cotisations admissibles du revenu imposable. On tient compte des frais de garde d'enfants, on tient compte des dons de charité, on tient compte des frais médicaux. Si vous avez un régime collectif qui vous rembourse, exemple, jusqu'à 80 donc la différence que le régime ne rembourse pas, donc à ce moment-là, vous allez pouvoir les mettre dans les frais médicaux. Quand on fait aussi au niveau des contributions, au niveau de votre REER, donc aussi, ça vient déduire le revenu. Donc, soit qu'on a des crédits d'impôt, soit qu'on vient déduire au niveau du revenu imposable pour diminuer l'impôt à payer. Par la suite, on peut différer aussi l'impôt à payer. Donc, le REER est un exemple qu'on peut différer l'impôt. Donc, on cotise l'impôt aujourd'hui durant une période active de travail. On vient réduire notre revenu imposable. Quand va venir le temps de la retraite, ça va devenir ce qu'on va retirer de notre REER ou de notre FER, c'est le même principe. Donc, ça va être un revenu imposable, il faudra payer l'impôt à ce moment-là. Donc, c'est qu'on vient différer l'impôt dans le temps. Donc, on parle de REER, on parle de FER, on parle des régimes d'épargne-études aussi, c'est un moyen de différer l'impôt. Quand on fait des cotisations dans le régime, on bénéficie des subventions, on bénéficie aussi du rendement qui va être imposable entre les mains de l'enfant qui va aux études postsecondaires. À ce moment-là, c'est un moyen de différer l'impôt dans le temps. Aussi des comptes de retraite immobilisés, quand on parlait au niveau des REER immobilisés, des CRI,
Donc, c'est un moyen aussi d'impôt de différer dans le temps. On va être imposé uniquement au moment où ce qu'on va encaisser ces montants-là. Et un autre moyen aussi, c'est de diviser l'impôt. Donc, diviser entre certains membres de la famille. Souvent, ça va être avec notre conjoint. Donc, on parle du fractionnement du revenu de pension. C'est une façon qui est supplémentaire de réduire votre facture fiscale. Les régimes qui vous donnent droit à la possibilité de fractionner votre revenu, donc les rires au conjoint, les FER, les pensions des forces et des régimes des rentes du Québec. Il ne faut pas oublier au niveau du régime de la pension des forces, donc on peut venir le différer au fédéral seulement avant 65 ans. Au provincial, quand on parle du gouvernement du Québec, on peut seulement fractionner à partir de 65 ans. Tous les autres régimes, qu'on parle de rire, des FER, à ce moment-là, ça va être à partir de 65 ans qu'on va faire du fractionnement du revenu. Donc, souvent, ce qui peut être intéressant, on a un conjoint, exemple, qui était dans les forces, qui a fait plusieurs années, qui a un bon fonds de pension. Sa conjointe a mis un peu une croix sur sa carrière, étant donné les circonstances, la réalité des forces armées. Donc, qui n'a pas nécessairement de fonds de pension, qui n'a pas nécessairement un gros revenu. À ce moment-là, il y a possibilité de faire du fractionnement jusqu'à la 50 du revenu de pension du membre pour le transférer à son conjoint, sa conjointe, pour justement faire diminuer notre facture fiscale à la fin de l'année. Donc, c'est un moyen très intéressant de venir diminuer notre facture au niveau de l'impôt. Impôt à payer après la libération avec deuxième carrière. Souvent, les gens vont libérer des forces, sont encore jeunes, ils vont dire, ben moi, je ne peux pas arrêter de travailler, ça me tente de continuer à travailler, de faire d'autres choses, faire quelque chose de différent. Soit travailler de façon, soit une courte période dans l'année, soit faire du 3 jours semaine, du 2 jours semaine. Donc, souvent, il y a des implications fiscales aussi. Vous avez 3 exemples. Vous voyez, le premier exemple, un caporal-chef. Lui, il a pris sa pension, une pension de 25 000. Il y a l'impôt qui est retenu de 2 922 sur sa pension. Il exerce un autre emploi. Il gagne 30 000 par année. L'employeur fait de l'impôt retenu à la source de 4 348. Donc, lui, il y a de l'impôt à la source sur son fonds de pension et il y a de l'impôt à la source sur son revenu d'emploi. Donc, vous voyez l'impôt total retenu qui est 7 270. Cependant, quand il va faire son rapport d'impôt, c'est que là, il va falloir qu'il mette les deux revenus ensemble. Donc, ça fait un revenu total dans l'année de 55 000. Avec les taux d'imposition, à ce moment-là, c'est un montant de 13 202 sur un montant de 55 000. Donc, vous voyez, il va y avoir une facture de 6 525 en fin d'année à payer. Donc, il faut prévoir ça. Vous voyez, on a aussi le cas d'un ajudant-maître. Donc, lui, il y a une pension de 40 000, il y a un impôt retenu de 7 450. Il y a un autre emploi qui donne 45 000 par année. Cet autre emploi-là, à la source, il paye 9 356. Donc, il y a un impôt total de 16 800. Quand il va faire son rapport d'impôt, vous voyez, un revenu total de 85 000. Donc, il y a une facture d'impôt de fin d'année de 8 109. Vous voyez, avec le major aussi, vous voyez les factures d'impôt. Donc, ça peut être des mauvaises surprises quand on fait notre rapport d'impôt. Souvent, le gouvernement va nous demander par la suite, les années suivantes, de faire des acomptes provisionnels. Donc, c'est de payer de l'impôt d'avance pour la prochaine année, étant donné que l'année précédente, il y a eu une facture d'impôt qui était très importante. Donc, là, on tient compte de ces montants-là. On ne tient pas compte du fractionnement de revenus de pension. Donc, c'est simplement chaque individu a un revenu de pension, un revenu d'emploi, et vous voyez l'impact fiscal que ça peut avoir. Donc, ça, il faut en tenir compte. Vous allez voir ici, vous avez le petit Ernst & Young qui donne des bons calculateurs au niveau de l'impôt. Donc, ça nous permet de mettre des niveaux de revenus et de savoir un peu l'impôt à payer en fin d'année. Sur le taux d'imposition 2015, vous allez avoir aussi le taux d'imposition de 2016, qui peut être intéressant de voir, faire des calculs. Vous l'avez pour chacune des provinces, vous avez avec différents niveaux de revenus. Ça vous permet de voir c'est quoi l'impact fiscal. On parle de pension, donc de placement. Donc, on a parlé liquidité, la pension, les indemnités de départ, les congés, la planification fiscale. Donc, là, on est revenu dans notre dernier grand bloc, on parle de placement. Donc, au niveau du placement, ce qui est important de faire, c'est une bonne répartition de notre actif. Donc, on a un portefeuille qui soit dans le REER, qu'on a pris notre valeur de transfert, qu'on a déposé dans un REER immobilisé pour prendre des décisions de placement. Donc, le meilleur moyen d'aller chercher un bon équilibre entre le risque et le rendement, c'est d'avoir une bonne répartition de notre actif au niveau de notre portefeuille. Donc, répartition d'actifs, qu'est-ce qu'on tient compte au niveau de l'actif? On tient compte des titres à revenus fixes. Donc, souvent, ça peut être soit des obligations, soit des CPG, quelque chose de garanti. L'autre item au niveau de l'actif, ça peut être des actions. Donc, là, on parle de marché boursier, capital non garanti, donc c'est du capital fluctuant. Et on parle de liquidité également.
Donc, liquidité, si on veut faire des décaissements à court terme, objectif court terme, liquidité qui veut dire aussi également pas de rendement. Donc, il faut vraiment avoir une bonne répartition qui va tenir compte de notre horizon de placement, quand est-ce qu'on va décaisser, de notre profil d'investisseur. Donc, il faut tenir compte vraiment de plusieurs éléments pour dire oui, il faut faire une très bonne répartition de l'actif pour aller s'assurer d'avoir un revenu intéressant à long terme, mais aussi d'avoir un revenu plus stable qui va respecter notre tolérance au risque. Vous voyez ici, c'est écrit un petit peu petit. C'est un tableau, vous voyez, qui tient compte de 1993 à 2012 avec différentes classes d'actifs. Vous voyez, si je prends 2012 avec les couleurs, donc, quand on voit en vert, c'est le marché européen. Donc, vous voyez, en 2012, c'est le marché européen qui a donné le meilleur rendement, celui qui est en vert. Ensuite de ça, on a eu les marchés émergents, qui a eu 16,1 en 2012. Après ça, on a eu Asie-Pacifique en rose. Après ça, on a des petites capitalisations comme en violet. En rouge, on a le S&P 500, qui est la bourse américaine. Ensuite, un bleu pâle, qui est HY, c'est les titres à haut rendement. Ensuite, en bleu, on a un portefeuille équilibré. Vous voyez par la suite le TSX, qui est la bourse canadienne, le DEX, qui est la bourse allemande, et le dernier en bas, c'est ce qu'on appelle les obligations global bonds, c'est les obligations mondiales. Donc, vous voyez, à chacune des années, c'est jamais la même classe d'actifs qui arrive en premier ou en deuxième ou en troisième. Donc, les marchés changent. C'est de là on montre l'importance de la répartition de l'actif au niveau des classes d'actifs, mais également au niveau géographique. Donc, le marché canadien, ça peut être un marché qui performe moins bien. On le voit avec la baisse du prix du pétrole qu'on vit actuellement. Mais il y a d'autres marchés dans le monde qui performent très bien. Le marché américain performe beaucoup mieux donc que le marché canadien actuellement. Donc, c'est important d'être positionné un petit peu partout au niveau de nos classes d'actifs, mais également au niveau géographique pour nous permettre d'avoir un moins gros impact quand il y a une baisse de marché dans un marché en particulier. Donc, il y a d'autres marchés qui vont prendre la relève. Donc, ça vient diminuer un petit peu l'impact au niveau de nos variations au niveau de notre portefeuille. Donc, ça montre simplement notre répartition d'actifs, l'importance de cette répartition-là. Donc, au niveau de notre portefeuille, donc votre portefeuille doit refléter quoi? Votre horizon de placement. Quelqu'un qui a un horizon de placement court terme n'aura pas la même stratégie d'investissement que celui qui a un horizon de placement beaucoup plus long terme. Donc, celui qui a court terme va avoir beaucoup moins de risques associés à son portefeuille. On va essayer d'avoir un portefeuille qui va être moins volatile, tandis que lui qui a un horizon de placement qui va être beaucoup plus lointain, mais lui, à ce moment-là, il peut se permettre de prendre plus de risques dans son portefeuille parce qu'il va avoir des années, oui, de mauvais rendement, mais il va avoir des années de très bons rendements. Ça lui permet justement d'avoir justement une plus grande répartition au niveau de son portefeuille, d'avoir un meilleur rendement à long terme. Et aussi au niveau des connaissances, l'expérience au niveau du placement, quels sont les buts, les objectifs du portefeuille, et aussi la tolérance au risque de l'investisseur, donc qui est très important. Donc, c'est vraiment des éléments qu'il faut tenir compte pour déterminer c'est quoi notre répartition d'actifs, à quoi doit ressembler notre portefeuille pour nous procurer un rendement intéressant selon notre profil à nous. Ici, on démontre les montagnes russes des émotions. Vous voyez, actuellement, au niveau du marché, donc les investisseurs canadiens sont peut-être dans une période soit de panique ou de découragement. Donc, on est vraiment dans le creux de la vague. Ça nous démontre vraiment au début. Donc, on a l'optimisme, on a l'enthousiasme, on a l'allégresse, on a l'euphorie. Donc, c'est dans des périodes d'euphorie où le risque financier est maximal. Donc, on prend des décisions d'investissement très risquées. Donc, on est capable de prendre du risque. Après ça, les marchés, c'est un cycle. Hein? Donc, c'est toujours des cycles qui se répètent d'année en année, de décennie en décennie. Donc, dans l'histoire, on nous le démontre tout le temps. Donc, après ça, vous voyez, les marchés se corrigent. Anxiété, on a les dénégations, on a la peur, on a le désespoir, on a la panique, on a la capitulation. Et on finit par la dépression. À la suite de ça, quand on a des dépression dans le creux du cycle, donc il y a des occasions financières maximales qui sont là. Donc, on peut acheter à rabais. Donc, à ce moment-là, souvent, il y a des investisseurs aguerris, des investisseurs qui connaissent bien les marchés, qui vont dire, oui, là, tout le monde veut vendre, donc là, c'est le temps d'acheter. Donc, après ça, vous voyez, on a l'espoir, le soulagement, on commence avec l'optimisme. Donc, vous voyez, il y a toujours le cycle qui est là. Donc, sur le marché canadien actuellement, je dirais, c'est peut-être quoi la peur, le désespoir, la panique, est-ce qu'on est rendu dans le fond du cycle? Peut-être, on ne le sait pas, le futur va nous le démontrer. Mais vous voyez, il y a toujours un cycle qui est comme ça. Donc, ceux qui sont capables d'acheter dans les bas de cycle,
ben, c'est ceux qui connaissent vraiment les marchés, c'est ceux qui peuvent aller chercher un rendement qui va être beaucoup plus intéressant à long terme. Quelle est la prochaine étape? Bien, souvent, c'est de consulter votre planificateur financier, prendre de l'information, d'élaborer un plan financier, justement, pour savoir est-ce que vous êtes dans la traque, est-ce que vous êtes complètement à côté de la traque, faire les calculs pour voir vraiment vers quoi vous en allez. Donc, souvent, c'est important de le faire, c'est de se faire comme une carte routière, savoir où on s'en va, est-ce qu'on prend les bonnes décisions, est-ce que ça va avoir un impact sur notre futur. Donc, c'est vraiment d'élaborer un plan financier. Donc, ça, c'est vraiment important. Puis quand on dit tout le temps à nos clients d'épargner de l'argent, ben, c'est la liberté financière. Donc, à ce moment-là, il faut prendre des décisions. Souvent, on dit aux jeunes, commencez à épargner tout de suite, même si c'est un petit montant par paye ou par mois, commencez à avoir cette habitude d'épargne-là parce que souvent, on l'entend souvent parler, le temps, c'est de l'argent. Et ça a toujours été vrai, c'est toujours comme ça. Quelqu'un qui a une discipline d'épargne, ben, il va atteindre beaucoup plus facilement la liberté financière que quelqu'un qui a une stratégie de dépense, par exemple. Donc, une stratégie d'épargne est toujours gagnante. Ça fait partie du budget. On parlait du budget dans le premier bloc qu'on a discuté ensemble. Donc, à ce moment-là, c'est de mettre justement un item épargne à notre budget, qu'on s'engage à épargner notre vie durant, notre vie active durant, pour atteindre justement un portefeuille qui va être intéressant pour le futur. Ça peut être un objectif de retraite, ça peut être un objectif d'achat de maison, ça peut être un achat d'auto, une résidence secondaire, peu importe les objectifs, l'épargne est toujours important à faire. Aussi, je parlais tout à l'heure des jeunes qu'on veut inculquer l'épargne. Souvent, il y a des régimes d'épargne des Forces armées canadiennes, donc c'est une solution de placement en simple. C'est une cotisation par délégation de sol, donc ça se prend directement sur la paye. Il y a une expertise en gestion financière très importante avec la Great West Life, qui est avec la London Life, là, ça a fusionné ensemble. Il y a des frais administratifs qui sont inférieurs aux normes du secteur. Donc, ceux qui veulent économiser, soit pour la retraite, soit pour un objectif en particulier, il y a des RIR qui sont offerts, il y a les CD qui sont offerts, il y a des comptes non enregistrés aussi qui sont offerts. Donc, c'est un bon moyen de s'inculquer une discipline d'épargne, c'est justement avec le régime d'épargne des Forces armées canadiennes qui est très important pour nos membres. Au niveau de la financière CCIP, donc nos solutions financières, donc on parle toujours, on a l'assurance vie, on a l'investissement d'épargne, les conseils, on offre l'assurance voyage, on offre aussi, on réfère au niveau de la personnelle, au niveau de l'assurance, soit habitation, soit l'assurance auto. On a financière Manuvie pour l'assurance vie pour les membres militaires. On a le service bancaire pour la communauté des forces, qui est BMO, qui est avec ça. On a le programme Appuyons nos troupes. Comme je parlais, le régime d'épargne des forces avec la Great West. On a Fundex, parce qu'on offre les fonds mutuels aussi sur le marché canadien. Tous les fonds sont offerts via la Fundex. Et on a le Banque Manuvie aussi qui offre ses produits garantis accessibles pour les membres qui veulent avoir du produit garanti. Donc, on a une panoplie de produits et de services qu'on est capable d'offrir à nos membres pour justement soit bien orientés au niveau financier, qui prennent des bonnes décisions financières. Ce qui est intéressant aussi à dire, c'est que le CCIP est sur 21 bases à travers le Canada. Donc, peu importe où vous êtes, vous avez des services qui sont offerts par la CCIP, peu importe où vous êtes au Canada. Et le CCIP existe justement pour s'occuper de votre santé financière. Donc, on est là pour les membres de la communauté des Forces armées pour justement leur offrir des conseils et des produits qui vont justement atteindre l'objectif d'avoir une meilleure santé financière. Donc, on existe vraiment pour ça. Donc, vous voyez ici au niveau de la financière CCIP, vous avez notre site Internet, www.ccip.com. Donc, allez le consulter régulièrement. Il y a différents outils. Comme je disais tout à l'heure, il y avait le budget qui est là aussi. Donc, vous avez vraiment plusieurs éléments d'information, des outils, des calculateurs financiers, des liens qui sont offerts. Donc, nous sommes aussi sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à le consulter pour avoir de l'information vraiment à la fine pointe là, de la réalité financière. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ça termine notre présentation. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, si vous avez des questions, à ce moment-là, vous pouvez consulter les membres qui sont dans les bureaux de la financière CCIP, peu importe que vous êtes au Canada. Il y a toujours des gens qui vont être là pour vous répondre.
Merci beaucoup.